Professor Marandi, let me thank Professeur you Marandi, for permettez-moi de vous faire we know intervenir. that the Supreme Nous Leader of savons que le guide Iran suprême de recently l'Iran said that a if récemment we déclaré que si nous faisions des compromise on compromis the sur le programme nuclear nucléaire, program of Iran, alors they're il going to talk commencerait à about parler du the programme de missile program. missiles, They're des going droits de to talk l'homme, about the de la human liberté rights, d'expression. the Tout cela, free petit à speech, all petit, of se this. rapproche, vous savez, This de ce is qu'on little by appelle little un changement coming de régime. to the, À getting votre avis, closer to, compte tenu de la situation actuelle, to regime change, nous avons appris so-called que regime change. Netanyahou demande à Donald Trump de In your bombarder opinion, l'Iran. with what's going Comment on, we voyez-vous learned that cela? Netanyahu is asking Donald Trump to Pensez-vous bomb qu'il Iran. s'agisse d'une How nouvelle do you forme de find it? rhétorique? Do you think Parce it's que some sort of new lorsque l'on rhetoric? regarde Because les when you médias look at the influencés par le gouvernement israélien, basically those ils essayent de faire media croire who are qu'Israël est sur le point influenced by d'attaquer the l'Iran à Israeli tout moment. government who are Quelle trying est votre to opinion do sur ce qui se everything. passe? Israel gonna attack Iran any moment. What is your take on what's happening? I don't think that the Israeli regime would attack Je ne pense Iran pas if que le it régime was israélien acting attaquerait l'Iran reasonably. s'il raisonnait de manière Because sensée, ultimately, car au Iran final, would come out on l'Iran top, en and sortirait the best vainqueur. chance that they actually had Leur meilleure occasion was during a the Korean réellement War when they été carried pendant out la that guerre de blitzkrieg 12 attack. jours, lorsqu'ils ont mené Now cette Iran attaque is much éclair. more prepared. Aujourd'hui, l'Iran est Iran bien is mieux préparé. Il working améliore on ses its capacités de intelligence renseignement et de gathering, sécurité internal intérieure, security, et ses moyens de lutte and anti-drone ont its énormément anti-drone progressé. capabilities have Les improved défenses antiaériennes, extensively. c'est-à-dire contre les Anti-air avions, defenses sont encore en développement. against aircraft Bien sûr, is il faut beaucoup plus de something that they're temps et working on. Of d'efforts course, it pour takes a atteindre long leurs time and a lot more objectifs. work to get where they want. Mais en ce qui concerne But les when it comes to missiles, je missiles, pense que les I Iraniens think that the étendent leurs Iranians bases souterraines. are expanding their underground bases, and also I think that they're also Et puis, je pense qu'ils sont en train de s'étendre, d'après ce que j'entends. Je ne tiens pas cette information d'une source gouvernementale, mais ce que je lis en ligne, c'est qu'ils ont augmenté la portée de leurs missiles. Je pense que cela signifie qu'ils lanceront aussi des missiles depuis l'est de l'Iran, ce qui rendrait la tâche beaucoup plus difficile pour le régime israélien ou les Américains, car ils devraient voler beaucoup plus à l'ouest ou au nord pour atteindre ces sites. Donc, s'il y a une autre guerre, je pense qu'elle sera bien pire pour le régime israélien. Mais le problème avec Netanyahou et ses alliés fanatiques, c'est que leurs besoins ne sont pas forcément ceux du régime israélien. Needs are not necessarily the needs of the Israeli regime. I personally, while in the West, Personnellement, bien qu'en Occident, on dise souvent que les Israéliens ont remporté leur guerre, je pense qu'en réalité, ils ont été les plus grands perdants dans toute cette histoire. Le seul endroit où ils ont connu un véritable succès, c'est lorsque Netanyahou, Erdogan et Biden ont ensemble renversé le gouvernement syrien. Cela a été un grand succès. Mais au Liban, je ne vois pas qu'ils aient obtenu la moindre victoire. Au Yémen, ils ont clairement été vaincus. En Irak, ils n'ont rien pu faire. Hier encore, je crois, un haut responsable ou une délégation du Hamas s'est rendue en Irak, a rencontré l'un des principaux commandants des forces de mobilisation populaire et les a remerciés pour leur soutien. L'Irak est aujourd'hui dans une position plus forte pour soutenir les Palestiniens qu'il ne l'était avant les élections, car les factions pro-résistance ont considérablement augmenté leur nombre de sièges. Elles auront probablement une voix décisive dans le choix du cabinet et du Premier ministre. Je ne vois donc pas dans la guerre avec l'Iran les Israéliens réussir. Il est clair, à mon avis, qu'ils ont échoué. Je ne vois pas une autre guerre comme quelque chose qui profiterait au régime. Je pense que ce serait pire. Mais je crois que les calculs de Netanyahou concernent surtout Netanyahou et que ceux de son épouse concernent surtout ses propres besoins. Elle exerce, bien sûr, une grande influence sur lui. Il est donc possible qu'il décide d'attaquer, mais je pense que cela ne se passera pas bien. Si les Américains s'en mêlent, tu sais, les choses vont devenir incontrôlables. Nous avons vu que les Américains ont mené une frappe limitée contre l'Iran, et les Iraniens ont riposté. Ils ont frappé leur base au Qatar, détruit leur système radar, causant probablement des milliards de dollars de dégâts. Mais si les Américains veulent s'impliquer sérieusement, alors je n'ai aucun doute, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises,
que les Iraniens détruiront tout dans le Golfe Persique, car les bases américaines se trouvent dans tous ces pays. Cela ferait s'effondrer l'économie mondiale, et ce serait une catastrophe pour tout le monde. Mais ce serait la réponse de l'Iran à une guerre menée par les États-Unis. Donc, quelle que soit la façon dont je vois les choses, il n'est pas logique que le régime attaque. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. Yeah. Oui, Larry, qu'en penses-tu? Your take on that. Well, no, I agree with the professor. Eh bien non, je suis d'accord avec le professeur. Il y a un décalage entre la rhétorique et la véritable capacité militaire. Comme on l'a vu avec ce qui s'est passé en mer Rouge avec les Houthis, vous savez, la ligne de base de Trump, c'était « bon sang, cette administration Biden, c'est une bande de mauviettes. Maintenant, on va montrer à ces Houthis qui est le patron. » Alors, qu'ont-ils découvert? Eh bien, ces Houthis sont de sacrés durs à cuire. Tout ce qu'on a essayé de faire pour les affaiblir et les détruire, ils revenaient sans cesse. C'est comme le lapin Energizer. Et mon Dieu, ils ont vraiment réussi à augmenter le rythme de destruction de ces drones Predator. Avant, ils en abattaient environ un par mois. Eh bien, ils sont passés à environ un par semaine. Et vous savez, 35 millions de dollars chacun. C'est plutôt cher. Et puis, il y avait les menaces qui visaient les navires américains, donc les États-Unis ont dû se retirer. Ce qui me frappe, et j'aimerais savoir ce que le professeur en pense, c'est que le point culminant de la pression économique sur l'Iran a été atteint en 2015 avec la signature du JCPOA. À cette époque, la Chine et la Russie allaient dans le même sens que l'Occident. Oui, mettons la pression sur les Iraniens. Et maintenant, où en sommes-nous? Eh bien, avec les sanctions dites de snapback. Et je ne comprends toujours pas pourquoi on les appelle ainsi, car, d'après ce que je sais, elles n'ont jamais été levées. Comment peut-on rétablir quelque chose qui a toujours été en place? C'est là la première absurdité. Mais à présent, la Russie et la Chine en ont assez de toutes ces absurdités, de ces menaces et de cette intimidation venue de Washington et de l'Europe. Ainsi, lorsque ce rétablissement des sanctions a été annoncé, la Russie et la Chine ont toutes deux fait savoir « non, nous ne jouons plus à ce jeu-là ». J'y vois une ouverture économique pour l'Iran qui n'existait pas il y a 2 ans. Désormais, ils collaborent avec les Russes et les Chinois, et je pense même avec l'Inde, ce qui représente une sorte de lueur économique au bout du tunnel pour l'Iran, absente il y a 2 ans. Tous les efforts de l'Occident pour utiliser sa puissance économique afin de faire pression sur l'Iran se heurtent aujourd'hui à l'érosion de cette puissance. They're finding out that power has eroded, and I think if you could get. Et je pense que si l'on pouvait prendre Xi Jinping et Vladimir Poutine à part pour une conversation privée, ils seraient probablement tous deux assez surpris que les choses aient tourné ainsi, que leurs efforts pour se libérer de l'hégémonie occidentale, en particulier sur le plan économique, commencent réellement à porter leurs fruits. Et cela fonctionne d'une manière qui terrifie véritablement l'Occident. Je pense donc qu'il faut reconnaître le changement fondamental qui s'est produit en Iran après le 25 juin, à la suite de la guerre de 12 jours. Les tentatives précédentes de la direction iranienne de garder les Russes et les Chinois à distance ont disparu. Plusieurs responsables iraniens, tant au ministère des Affaires étrangères qu'à celui de la Défense, ont accumulé des kilomètres de vol en faisant des allers-retours entre Moscou et Pékin. J'aimerais donc savoir, professeur, quelles ont été vos observations à ce sujet? Je pense que vous avez tout à fait raison de dire que la différence entre aujourd'hui et 2015 est énorme. À l'époque, la Russie et la Chine étaient des pays beaucoup plus faibles. La Russie était encore en phase de redressement et de croissance, mais elle n'avait pas encore atteint le niveau où elle se trouve aujourd'hui.
Et les Russes, comme les Chinois, n'étaient pas soumis à des sanctions. Donc collaborer avec l'Iran aurait été coûteux, tout comme subir la pression des États-Unis. Ce que faisaient les Russes et les Chinois au Conseil de sécurité de l'ONU, c'était d'atténuer les sanctions ou les résolutions. Mais ils ne s'opposaient pas aux États-Unis. Cela a commencé à changer progressivement. Mais je pense que le plus grand tournant est survenu après le début de la guerre en Ukraine, car le fossé entre la Russie et l'Occident est devenu immense. Ainsi, les Iraniens et les Russes se sont beaucoup rapprochés. Et bien sûr, nous savons, du moins d'après les récits occidentaux, que les drones iraniens ont joué un rôle très important dans la guerre entre la Russie, la guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie. La relation a donc commencé à s'améliorer beaucoup plus rapidement. Il en va de même avec la Chine, surtout après l'arrivée au pouvoir du président Raïssi. Il s'est rendu à la fois à Moscou et à Pékin. Et l'Iran a également rejoint les BRICS ainsi que l'Organisation de coopération de Shanghai. Sous sa présidence, l'Iran a commencé à détourner son attention de l'Occident pour se tourner vers le Sud global, la Russie, la Chine et d'autres grandes puissances de la majorité mondiale. Militairement, c'est vrai aussi. Je pense qu'aujourd'hui, les Iraniens et les Russes collaborent plus étroitement et les Iraniens et les Chinois également. Je pense que la guerre de 12 jours a aussi été une source d'inquiétude pour les Chinois. Après cette guerre, ils se sont davantage investis dans la volonté de contenir les États-Unis comme en Ukraine. Les Chinois le savent et les Iraniens aussi. Ils comprennent que si les Russes échouent en Ukraine, alors l'OTAN progressera. Dans le cas de l'Iran, cette progression se ferait littéralement à sa porte, car en plus de l'Ukraine, on voulait aussi intégrer la Géorgie. Et après la Géorgie viendrait l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ainsi, un échec russe n'était pas acceptable pour l'Iran. Pour les Chinois, cela n'était pas acceptable, car ils savaient qu'au bout du compte, la priorité absolue et l'ennemi numéro 1 pour les élites occidentales, c'est la Chine. Ainsi, la Chine a commencé à se rapprocher encore davantage de l'Iran après la guerre de 12 jours. D'une certaine manière, au cours des dernières années, les États-Unis et les Européens ont très bien réussi à rapprocher différents pays. L'Iran, la Russie et la Chine, entre autres, font partie de ce groupe. Il en va de même pour l'Inde. Les États-Unis cultivent leurs relations avec l'Inde depuis de nombreuses années, au moins depuis 2 décennies. Et maintenant, tout à coup, leur comportement a poussé l'Inde vers la Russie et la Chine. Évidemment, l'Iran en tire également profit. Nous avons vu les images du Premier ministre indien et des présidents russes et chinois souriant ensemble en Chine. Je pense donc qu'aujourd'hui, la situation est très différente. L'Iran vend son pétrole. Après l'entrée en fonction du président Raïssi, l'Iran a recommencé à vendre son pétrole. Sous l'administration précédente de Rouhani, l'Iran en vendait très peu. L'Iran a donc commencé à proposer son pétrole à des prix réduits. Peu à peu, les exportations ont augmenté et les remises ont diminué. Au moment de sa mort dans l'accident d'hélicoptère, l'Iran vendait tout son pétrole à pleine capacité et ne faisait plus de réductions importantes. Aujourd'hui, sous l'administration Pezeshkian, cela continue. En réalité, la production pétrolière de l'Iran augmente et nous voyons apparaître quelque chose de très important dans le pays, quelque chose dont on ne parle pas, à savoir les réformes énergétiques. L'Iran accorde d'énormes subventions pour l'essence, l'électricité et le gaz naturel. Par exemple, en Iran, l'essence coûte environ 1 centime le litre, ce qui est incroyable. Mais bien sûr, cela entraîne une consommation excessive, décourage les efforts d'économie d'énergie et crée aussi une forte incitation à la contrebande. Le gouvernement commence maintenant à réformer ce système et à réduire les subventions.
C'est encore extrêmement bon marché, mais c'est le début d'un processus. Et s'il continue sur cette voie, alors le gouvernement iranien pourra consacrer beaucoup plus d'argent au développement du pays plutôt qu'aux subventions. C'est donc une période difficile pour l'Iran, mais le monde est en transition. L'Iran vend son pétrole. L'Iran a des partenaires commerciaux. Il y a 10 ans, pendant le JCPOA, comme Larry l'a évoqué, l'Iran était très isolé. Les Russes avaient peur d'avoir affaire à l'Iran. Les entreprises craignaient de travailler avec l'Iran. Il en allait de même pour la Chine. Mais aujourd'hui, après la guerre commerciale et après la guerre de 12 jours, les Chinois pensent très différemment. Les Russes, bien sûr, sont sanctionnés comme l'Iran. Donc aucun des deux camps ne se soucie vraiment de ce que pense l'Occident. Et les compagnies pétrolières russes que les Américains chassent d'autres pays investissent désormais en Iran. Ainsi, dans 2, 3 ou 4 ans, une fois le corridor de transport nord-sud achevé, l'Iran deviendra progressivement un centre pour le pétrole et le gaz russe. Les exportations et importations russes passeront par l'Iran, tout comme les investissements russes dans le pétrole et le gaz, et de plus en plus, les investissements chinois. La situation en Iran ne changera pas demain, mais je pense que dans 2, 3 ou 4 ans, à mesure que les États-Unis continueront de décliner et que le Sud global s'affirmera davantage, l'effet des sanctions américaines, comme Larry l'a mentionné, déjà en train de s'atténuer, s'affaiblira encore davantage.